Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand il sont 15 heures pour votre émission de jeunesse en 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Bon nombre de jeunes, après l'obtention de leur diplôme de fin d'études ou d'apprentissage, se retrouvent sans emploi ou au chômage. On peut dire que l'une des causes de cette situation serait que certaines entreprises ou sociétés n'aimeraient pas embaucher ces jeunes diplômés. Pourquoi cet état de fait? Pourquoi les jeunes ne sont-ils pas embauchés? Quelles sont les retombées et les enjeux de cette situation? Voilà les questions qui nous rassemblent cet après-midi. Et justement, pour en parler, j'ai des amis ici sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous vous portez? Très bien. Alors, on va se présenter pour les téléspectateurs. Je commence par ma droite. Bonsoir Brigitte, moi c'est Charité. Bonsoir téléspectateurs, moi c'est Paul Alfred. Je suis Benjamin César. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'entamer le débat, nous allons partir pour cette transition et revenir juste après. Le thème, la peur, on va le dire ainsi, la peur de certaines entreprises d'embaucher les jeunes diplômés. Benjamin, d'abord, c'est quoi? On va parler du chômage d'abord chez les jeunes diplômés. C'est quoi les causes de ce chômage? Tout d'abord, il faudrait que l'on définisse le chômage, si vous le permettez. Le chômage, c'est tout d'abord cette situation de non-employabilité que rencontre une personne. Mais tout individu n'est pas chômeur, ce qui veut dire que le chômage également se mérite. On ne peut pas se lever un jour à l'autre et décréter que non, je suis chômeur. Non. Il faut d'abord avoir le minimum baccalauréat ou apprendre un métier ou suivre une formation professionnelle avant de dire que je suis au chômage. Mais quand vous n'avez rien fait de ces choses-là, vous êtes au chômage. Il faudrait qu'on comprenne cela d'abord avant de se demander maintenant qu'est-ce qui peut amener les gens au chômage. Il faut préalablement penser à soi-même qui est au chômage. Je veux nommer le chômeur. Premièrement, les gens ne savent pas en réalité qu'ils ne sont pas chômeurs. En ce sens qu'eux-mêmes n'ont pas encore eu des formations ou bien à faire des formations ou à fréquenter ou à avoir des diplômes, des compétences requises pour être embauché dans une entreprise. Je ne te coupe pas la parole, mais comment peut-on qualifier cette personne-là, qui n'a, comme tu l'as dit, qui n'a pas fait de formation, mais qui ne fait rien en fait? Cette personne n'est pas chômeur, mais je ne saurais lui donner un nom, mais il faudrait que la personne cesse de s'appeler chômeur, parce que le titre de chômeur se mérite également. Voilà pourquoi sous d'autres cieux, on va jusqu'à donner même des salaires, des primes de chômage aux gens. C'est pour dire que le chômage, en réalité, ce n'est pas une situation qu'on décide de vivre de gré, mais ce sont les péripéties ou les circonstances de la vie qui nous font admettre au chômage. Ce qui veut dire que quand vous n'avez pas été à l'école, vous ne faites rien comme commerce, vous n'avez pas suivi une formation, vous n'avez pas également appris les métiers, vous n'êtes pas au chômage, mais vous avez décidé d'embrasser la vie les mains vides. C'est comme vous allez au champ, vous n'avez pas les roues, mais vous vous appelez quand même cultivateur. Ce n'est pas possible comme ça. Donc, c'est pour dire que les gens doivent quand même comprendre le chômage avant de s'appeler chômeur. Maintenant, ce qui peut être les causes, je venais de donner un. Il y a également la situation financière dans les entreprises. Les entreprises ont une manière excessive là d'attendre des résultats très excellents. Il est bien vrai qu'il y a une concurrence qui est dans les entreprises, mais ils exagèrent parfois en attendant tout de suite l'impossible dans une durée très courte, ce qui fait qu'ils ne veulent plus embaucher les novices pour qu'ils viennent encore perturber cet élan d'émergence que l'entreprise a déjà pris, etc. Voilà. Charité, oui. Les causes du chômage chez les jeunes. Bon, les causes du chômage chez les jeunes, oui. Je peux dire aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises qui ont peur aujourd'hui d'embaucher beaucoup de jeunes. Bon, il y a plusieurs raisons parce qu'ils peuvent dire, les jeunes viennent avec leur nouvelle stratégie. Ils peuvent perturber leur stratégie dans l'emploi. Par exemple, eux autres, ils étaient des anciennes personnes dans l'entreprise, mais ils peuvent dire quand ces jeunes viendront, ils vont vouloir créer une autre stratégie propre à leur manière pour diriger l'entreprise. Donc, certaines personnes sont réticentes par rapport à ça.
Alfred? Ok, à mon humble avis, et je suppose que le fait de parler du chômage, ça dépend premièrement, je ne sais pas, du choix. Parce que, par exemple, quelqu'un qui n'est pas bien, je prends côté école, quelqu'un qui n'est pas bien en maths, et il conduit un dur que lui aussi, il a fait la série D. Et après avoir eu son bac en série D, on peut l'amener quelque part où il peut ne pas savoir quoi faire. Parce qu'il n'est pas vraiment doué, c'est le diplôme là, mais seulement sa tête, je ne sais pas, ne correspond pas à quelqu'un qui fait la maths. Premièrement, c'est le choix, ça dépend du choix. Par exemple, moi, j'ai fait la 4 parce que je vois que j'ai un talent, ou bien je ne sais pas, et je peux parler français, je peux faire quelque chose concernant la littérature. Je ne peux pas me lancer en série D ou série C où je ne peux pas. Quelqu'un ne peut pas embaucher un nulard amené dans son entreprise pour lui faire des dégâts, non? À mon humble avis, c'est ça, j'ai comme raison. Si vous le permettez, Brigitte, il y a aussi quelque chose, il y a la méconnaissance de l'atmosphère dans laquelle nous nous trouvons. Quand nous ne connaissons pas les emplois qui sont, ou bien les débouchés que notre société nous offre, cela nous amène également au chômage. C'est comme je veux vendre à Imoulu dans un endroit où les gens sont allergiques au riz, ou bien je veux vendre quelque chose dans un endroit où les gens ne consomment pas ça. C'est tout comme les gens qui vont se faire former dans des filières que je vais taire le nom sur ce plateau, où ces filières-là, on s'en fout pas mal, au Togo par exemple, bien en Afrique. Quand tu dis tout de suite à quelqu'un que je me forme dans tel domaine, il va te demander pour faire ça où. C'est comme quelqu'un qui dit je veux apprendre à réparer des avions, bien des hélicoptères. C'est comme ces deux l'utopie en fait. On se dit tu veux réparer un avion de qui? De ton papa ou bien de ta maman. Donc c'est aussi une question de méconnaissance de l'atmosphère dans laquelle l'on se retrouve. Parce qu'on ne reconnaît pas quand même que tel emploi ou bien telle formation, quand je le fais, je ne vais pas quand même trouver l'emploi. Il y a aussi ça que nous devons souligner avant de penser aux autres causes. Alors, nous avons abordé les causes du chômage chez les jeunes, particulièrement pourquoi certaines entreprises, le constat est clair, vous allez voir dans certaines administrations, ce sont des personnes qui ont fait peut-être 20 ans, 30 ans de service, mais qui ne laissent pas toujours, parfois la possibilité aux jeunes d'être embauchés, mais jamais. Oui, il faut qu'on se dise certaines vérités. Et non seulement les personnes âgées ont peur de perdre leur poste, mais aussi ils n'ont pas confiance en les jeunes, sinon en nous les jeunes. Quand je dis que les personnes âgées ont peur de perdre leur poste, quand nous prenons un domaine de communication, de télécommunication par exemple, vous convenez avec moi sur ce plateau que les personnes du troisième âge ne sont pas tout de suite accessibles ou bien prêts à manipuler les TIC ou bien l'ordinateur et autres choses là, parce que ce ne sont pas des choses qui sont venues à leur époque, sinon à leur ère. Par contre, les jeunes de notre génération, par exemple, se sentent plus à l'aise à manipuler ces choses-là. Donc, quand nous prenons une entreprise où on veut maintenant mettre tout à la façon digitale, on veut digitaliser tout, le vieux a peur qu'on fasse entrer le jeune parce que le jeune se sent plus à l'aise dans cette digitalisation des choses. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des vieux qui maîtrisent l'outil informatique, non, loin de là. Mais quand nous prenons la proportion des vieux et des jeunes, on remarque quand même que majoritairement les jeunes sont ceux qui maîtrisent mieux. Quand nous prenons par exemple installation de simples applications, des réseaux sociaux, les vieux reviennent toujours vers les jeunes pour se faire aider. Il y a d'abord ça. Donc, on a peur de se faire remplacer ou substituer rapidement par ces jeunes. Il y a aussi quelque chose. Les entreprises, je l'avais dit si tôt, sont dans une tendance de on veut l'excellence, on veut beaucoup d'argent. Donc, le jeune, il a encore plus de force et il peut encore faire mieux. Le vieux, par contre, il a peur qu'on prenne ce jeune-là tout de suite et qu'on fasse une petite substitution. C'est ce qui concerne la peur d'être remplacé. Maintenant, en ce qui concerne le manque de confiance, les vieux ou bien les personnes âgées, si je me permets de les appeler ainsi, ont toujours cette manière-là de penser que nous qui sommes quand même, qui le veulent ou pas, la relève de demain, nous n'avons pas quand même ces potentialités-là ou cette tempérance de gérer les situations. Et ils n'aiment pas quand même faire confiance en des jeunes qui vont plus tard, qu'ils le veulent ou pas, les remplacer un jour. Vous allez voir, des gens vont jusqu'à utiliser des expressions comme vous n'avez pas le niveau, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça. Ce sont des manières pour quand même stigmatiser peut-être les jeunes à ne pas penser qu'ils sont capables de quelque chose. Charité? Oui, moi je peux dire, c'est comme il vient de le nommer des vieux, ces gens de personnes âgées dans les entreprises, c'est que souvent ils se fient à certains arguments, genre dire l'incompétence des jeunes, genre dire que maintenant la jeunesse n'est plus inconsciente. Donc,
Donc ça fait qu'ils se disent que bon, la jeunesse se fie maintenant aux TIC, aux nouvelles technologies, ils ne se donnent pas, ils ne s'occupent pas totalement des choses sérieuses. Donc si par exemple on les emploie dans l'entreprise, ils peuvent faire du désordre. Donc certaines personnes se fient à ça pour ne pas embaucher des jeunes. Oui. Ok. Et selon moi, c'est que le problème le plus grave, c'est qu'ils ne veulent pas perdre leur poste. Ils veulent toujours garder. Pourquoi ils ne veulent pas perdre leur poste? Parce qu'ils veulent toujours garder, je ne sais pas, l'héritage dans la famille. Par exemple, s'ils prennent la poste et te donnent, ce qui est sûr, à un moment donné, là aussi tu seras obligé de livrer quelqu'un dans votre famille. Tu seras obligé de laisser la poste aussi dans votre famille. C'est ça aussi qui pousse les vieux, ne veulent pas, je ne sais pas, ils ne veulent pas libérer les postes. Ils veulent toujours que leur petit-fils, arrière-petit-fils aussi puissent bénéficier de ces postes. C'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas libérer les postes. Alors, Benjamin, est-ce que tu es de cet avis? La situation qu'Alfred vient de dénoncer, vous allez voir un papa qui est dans une entreprise, quand il voit que bon, ces années de retraite approchent, vous allez voir peut-être il insère son fils ou bien son cousin dans l'entreprise. Je suis tout à fait d'accord. Je dirais même qu'Alfred a dit si haut ce que nous pensons si bas. Parce que quand nous prenons les entreprises de nos jours, vous allez voir que telle famille X a été peut-être le directeur général. Et quand vous fouillez bien dans les choses, quelques années après, le nouveau directeur, c'est encore une personne de cette même dynastie-là. Et le directeur en peut-être c'est du frère, de la sœur, du mari, de la copine, etc. C'est comme ça que les choses marchent. En fait, c'est une réalité qu'Alfred vient de souligner et je pense que c'est vraiment vrai. Pourquoi est-ce que les gens font cela? Il faut quand même souligner que l'employabilité, le taux d'employabilité de nos jours est très faible. Les gens ne trouvent plus d'emploi. Donc quand ils arrivent à trouver, à se tailler une place quelque part, c'est pour dire en fait que quand ils arrivent à trouver une place quelque part, ils veulent tout de suite sauvegarder ne serait-ce que ce petit poste-là pour leur génération à venir. Vous allez voir que quand il va vouloir quitter, il va tout de suite sonner un coup de téléphone. Soit il dit non, mon fils vient d'avoir le bac. Je voudrais qu'il vienne me remplacer, ou bien qu'il occupe également cette responsabilité-là, bien se pose, ainsi de suite. Et son fils également, ayant hérité ces habitudes-là de son papa, va pérenniser cette manière-là, ce qui nous amène peut-être vers l'incompétence dans les entreprises. Ouais, Charité, tout à l'heure, dans ton développement, tu as parlé de l'inconscience et de l'incompétence des jeunes. Est-ce que cela est vérifié? C'est vrai? Est-ce que c'est vrai que ces jeunes sont incompétents? C'est pour cela qu'on ne les emploie pas? Bon, je peux dire des fois, bon, ça peut paraître vrai. Plus aujourd'hui, nous allons voir que bon, souvent les jeunes nous disent que bon, leur manière de voir, d'apercevoir les choses n'est plus pareil avec nous les jeunes de l'époque, quoi. C'est qu'à leur époque, ils concevaient bien les choses, mais maintenant nous prenons les choses à la légère. Donc ça fait que beaucoup de jeunes... Est-ce que c'est vrai? C'est vrai quand on va dire les personnes âgées, les vieux s'expriment aussi. Est-ce que c'est vrai? Oui, des fois c'est vrai. Il suffit d'avoir que tout ce qu'il faut en compte pour qu'on puisse, bon, nous sommes inscrits dans différentes facultés, bon, tout le monde vient avec, bon, tout le monde sait ce qu'il cherche. Certaines personnes viennent seulement bon, parce que bon, on les a forcés ou bien ils viennent seulement pour apercevoir leur tranche à la fin. Mais certaines personnes savent ce qu'ils veulent. Donc c'est ça qui fait que des fois sur le marché, il y a des jeunes qui sortent étant incompétents. Donc voilà, donc c'est ça. Et chez le moi, voyons, comme la sœur vient de le dire, au campus là-bas, il y a certaines, quand ils te disent que tu t'es inscrit dans quel département et tu leur dis que je suis dans tel département, gestion des doctorats, tout ça. Tout ça décourage les étudiants, ça décourage les jeunes. Parce qu'ils supposent que tel a fait ceci, il n'a rien. Moi, je veux faire pourquoi? C'est parce que dans les entreprises, ça ne marche pas. Parce qu'il y a de nos aînés qui sont là dans le chômage, toujours, ça ne marche pas. Et nous allons continuer jusqu'au... par exemple, je prends l'exemple de mon papa, il me dit, tu vas continuer à aller où? Il y a des gens qui viennent dans les villages, tu vas me gaspiller l'argent qu'on puisse là-bas, pourquoi? Donc, il parle comme ça de courage, juste à cause du comportement des entreprises ou bien du comportement des grands qui ne sais pas, qui ont occupé la place dans les entreprises.
Alors, Benjamin, si je comprends bien, peut-être que le problème c'est à la base, peut-être c'est au niveau même de nos offres de formation. Oui, le problème est également au niveau de nos offres de formation, mais j'aimerais rebondir sur ce que disait tout de suite Charité. Je suis tout à fait d'accord avec elle, sauf que le mot incompétent pèse de trop pour nous les jeunes. Je dirais peut-être que nous sommes des plaisantins. Je crois que ce mot peut aller avec nous. Mais incompétents, non, parce que nous ne sommes pas quand même incompétents. Mais des plaisantins, oui. Je vais donner un exemple. Quand nous prenons une entreprise, vous allez voir, les gens ont l'habitude là, quand ils vont au boulot, la première des choses qu'ils font peut-être, c'est de prendre une vue, bien c'est de photographier leur bureau, etc. et poster sur les réseaux sociaux d'abord. Vous voyez, les vieux n'ont pas, bien les personnes âgées n'ont pas ces habitudes-là de photographier leur intimité. Pourquoi est-ce que j'appelle cela intimité? Sur les portes, entrée interdite à toute personne étrangère. Maintenant qu'avec les réseaux sociaux, vous ne permettez pas seulement à 2 personnes de rentrer, mais vous permettez à des milliers de personnes, par votre statut qui va durer au moins 24 heures, de visiter votre entreprise gratuitement comme ça. C'est comme vous faites entre les portes ouvertes, journée porte ouverte, sans le savoir. Donc il y a aussi ces choses-là que nous faisons qui découragent en fait les personnes âgées vis-à-vis de nous. J'aimerais également donc, quand on est en entreprise, par exemple, vous allez voir que la partie divertissante des choses intéresse plus les jeunes. Il est bien vrai que nous devons vivre la vie des jeunes, on n'en disconvient pas. Toutefois, vous allez remarquer que cette manière d'amuser excessivement la galerie devient l'apanage de nos jeunes, ce qui indispose bien même mal à l'aise les personnes âgées, et ils ne voudraient plus nous faire confiance parce qu'ils se disent, quand on confie le travail aux jeunes, ils sont un peu nonchalants. Voilà pourquoi j'avais dit, sitôt que nous sommes quand même peut-être des plaisantins, mais pas des incompétents. On a de la compétence, mais on n'arrive pas quand même à recadrer cela. D'où la question de formation. Nos offres de formation également. J'avais dit que je n'allais pas le dire, mais je suis obligé de le dire. On forme des sociologues dans ce pays où les gens ne connaissent pas leur utilité. Au Togo, quand tu dis j'ai un problème, je vais aller voir un psychologue, c'est comme tu as de l'argent, tu ne sais pas quoi faire avec et tu vas aller voir un psychologue. Par contre, il y a une faculté ou bien un département à l'université qui forme toujours ces gens-là qui sont nantis de leur licence chaque année, qui viennent sur le terrain mais qui ne font rien. Quelqu'un qui dit je veux m'inscrire en anthropologie, étudier les hommes, étudier les religions, c'est bien, mais il faut connaître aussi les réalités africaines. Les gens, ça n'intéresse pas les gens. On se dit, tu veux te faire former dans ces genres de domaines pour faire quoi avec? Parce que chez nous ici, on n'en a pas besoin. Donc, les offres de formation également sont à recadrer. Récemment, il y a des universités qui sont en train de supprimer certains départements. Je crois que c'est une belle initiative. Ou bien ils sont en train de changer les offres de formation. L'université de Lomé également en a pensé et ils ont quand même essayé de rallier certains départements. On forme des ingénieurs, des techniciens en génie civil qui ne sont pas capables de gérer également l'ordinateur. Ce n'est pas bien. Il faut plutôt mettre au service de ce que l'étudiant a, des formations et des offres de formation qui lui permettront quand même de finir et d'être à l'aise et mieux travailler. On forme des gens sans ajouter, bien rallier la partie pratique. Ce n'est pas bien. Il faut qu'on repense également ce système et j'ai l'habitude de dire que c'est ce que la PC est venue faire. Charité, comme l'a dit Benjamin, il y a une inadéquation entre nos offres de formation et le marché du travail. Oui, exactement. Comme il a dit, moi aussi je suis d'avis avec lui. Bon, je peux dire, bon, comme je viens de le dire, bon, si je parle de l'incompétence, c'est que quand tu sois incompétent dans ton domaine, quoi. C'est que quand tu t'inscris au campus, tu t'inscris dans une spécialité, donc tu sors pour être capable d'exercer ce métier, mais tu sors, bon, tu n'es pas compétent pour le faire, donc c'est à cause de ça. Bon, c'est ça. Et aussi au campus, comme il vient de le dire, il faut la pratique. Quand on peut former une personne bon, en génie mécanique, bon, tu vois qu'il va prendre son temps pour bosser, mais à la fin, s'il n'y a pas la pratique, il ne peut rien faire sur le terrain. Donc, on doit revoir tout ce genre de choses pour que quand une personne finit sa formation, qu'il soit complet totalement, qu'il réponde aux offres d'emploi sur le marché. Alfred a quelque chose à ajouter. Ils ont dit tout, mais c'est le problème qui croit. Et c'est ça, le frère Benjamin vient de dire. Il a tout dit. Parce qu'il y a certaines choses, on vous enseigne, mais sur le terrain, ce n'est pas la même chose. C'est carrément différent. Cela veut dire, à l'école, on nous apprend seulement la théorie. Mais alors, au lieu de nous combiner avec la pratique, nous sortons sur je ne sais pas, le terrain, maintenant nous voyons que les choses sont différentes. On se rappelle seulement qu'on avait fait ceci, on avait fait cela, mais on ne sait pas comment appliquer.
C'est ça aussi qui impacte les jeunes et ça conduit toujours au chômage. Alors, s'il en est ainsi, Benjamin, qu'est-ce qu'il faut faire, nous, en tant que jeunes, pour pouvoir être embauchés? Qu'est-ce qu'il faut faire? Entre-temps, on avait proposé peut-être les stages en cours de formation. Il ne faut pas quand même attendre la fin de la formation avant de revenir. Mais au lieu de jouer sur les relations pour placer des gens à la fin de leur formation dans des entreprises où ils n'arrivent pas à assumer leurs responsabilités, je pense qu'on doit plutôt jouer sur nos relations pour avoir l'opportunité de titiller la chose professionnelle déjà. Quand j'ai 6 mois de formation à faire et 2 mois, d'ores et déjà, j'arrive à trouver l'opportunité de toucher ce que je suis en train le domaine dans lequel je me suis en train de me faire former. Je crois que c'est déjà bon. On peut également jouer sur les petites relations que nous avons et essayer de se faire déjà un nom dans ce domaine avant même de finir sa formation. Parce qu'il faut reconnaître que en Afrique, sinon dans le système éducatif togolais, on ne nous forme que pour enseigner. On nous forme pour restituer ce que nous avons appris également à d'autres personnes à venir. On ne nous forme pas quand même pour transformer les choses ou comment mieux réfléchir quand les situations se présentent. Donc il va falloir que nous-mêmes nous réadaptons les choses. Il ne faut pas seulement que nous nous limitons à l'horizon là que la société nous crée. Il ne faut pas qu'on se dise oui, je ne vais pas créer quelque chose de nouveau sous le ciel. Non, il y a encore d'autres choses qui peuvent arriver. On peut repenser les situations pour les améliorer. Peut-être que ça va commencer par là. Charité, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire pour améliorer ça, c'est que nous-mêmes, bon, au fait, en nous enseignant au campus, en suivant la formation, bon, c'est pas tout comme nous. Bon, nous devons nous lever pour chercher. Genre, bon, nous pouvons au cours de la formation faire certaines choses qui vont dans le même sillage que la formation que nous recevons pour pouvoir nous, et je peux dire pour pouvoir nous permettre d'avoir des notions, d'avoir tout quoi, puisque c'est pas tout que le prof ou bien l'enseignant nous transmet. Donc, en tant que jeunes, en tant que personnes matures, nous devons nous lever, faire je peux dire des stages ou bien des petits trucs pour compléter nos formations, pour être prêt pour être embauché. Oui. Alfred? Ok, dans le même sens que Benjamin, c'est que le problème, c'est que nous au Togo ici, je prends l'exemple du Togo, mais ça concerne tous les pays d'Afrique. Mais au Togo ici, c'est qu'on nous enseigne pour enseigner les choses. Et en fin de compte, nous ne savons pas pourquoi nous enseignons, pourquoi on nous enseigne, on ne sait pas. Mais seulement que nous, jeunes, on doit prendre conscience et aller dans les centres de formation. Par exemple, je prends côté comptabilité. Le prof peut rentrer et il dit, prenez vos calculatrices, calculez ceci, cela. Mais ça, en fait, c'est la théorie. Mais après ça, il faut sortir sur le terrain, aller chercher des stages à faire. Lorsque tu te formes sur le terrain comme ça, avec les stages, tu vois que ça peut te permettre aussi que si demain on te laisse sur un terrain ailleurs, tu peux bien assumer ton travail. Merci. Voilà, avant de continuer sur sur ce thème, nous allons ouvrir cette parenthèse. On dit souvent que la jeunesse, c'est la relève de demain. Je me dis, demain, si ces jeunes-là deviennent des vieillards qui ne veulent justement pas laisser leur place, c'est maintenant qu'il faut agir ou bien? Oui, c'est maintenant qu'il faut agir, sauf que la routine n'a pas commencé par nous et ça risque de ne pas finir par nous. Avant, ça a été toujours comme ça et ça risque de continuer toujours comme ça. Si nous, qui sommes actuellement des jeunes, nous ne faisons pas ce sacrifice-là de donner la bonne éducation à nos enfants, d'inculquer cette manière-là aussi, sinon ces notions à nos enfants, que ce n'est pas en réalité la succession qui compte, mais c'est la personne qu'il faut à la place qu'il faut qui compte en réalité. Il faut que nous arrivions quand même à savoir que demain, il faut qu'on coupe cette routine-là qui a commencé avant nous et que cette routine s'arrête par nous. Les gens vont dire nous ne serons pas les premiers et nous n'allons pas quand même arrêter cela tout de suite. Non, il faut que ça commence par nous et je crois que ça peut finir à ce siècle-là. Par contre, quand les gens
se disent non, je ne veux pas être le bouc émissaire, je ne veux pas servir de cobaye pour les autres. Non, on risque même que nos enfants se retrouvent au chômage si nous n'avons pas eu l'opportunité de tisser de très belles relations dans notre jeunesse, parce que eux également vont jouer sur les relations que nous sommes en train de tisser aujourd'hui pour pouvoir se tailler une place au soleil. Ce que nous devons quand même éviter, et il faut également éviter de faire confiance en autrui. Et les parents doivent également laisser libre cours aux gens pour qu'ils puissent également penser à ce qu'ils veulent faire en réalité, au lieu de penser à ce que moi je voudrais par mon instinct ou bien mon intuition, ce que je voudrais que mon fils fasse ce qu'il doit faire. Non, on doit penser autour. Ok, c'est tout ce que j'ai à dire aussi. C'est qu'il y a certains, par exemple, quand ils voient par exemple les menuisiers, ils sont étudiants, quand ils voient par exemple les menuisiers ou bien les maçons, ils se moquent d'eux. Parce que tout jeune a dans sa tête de rester un jour dans un bureau climatisé ou bien rester dans sa voiture. Mais c'est ça notre grand problème. Tout le monde veut fonctionner dans les bureaux. La fois passée, j'ai causé avec un commissaire, il me dit qu'il y a certains concours qu'on doit, je ne sais pas, annuler au Togo. On ne doit plus lancer les concours là parce qu'il y a trop de cadres. Alors que actuellement, voyez-vous, maintenant on dit qu'on doit annuler les concours là. Et maintenant les jeunes ont toujours en tête de passer ces concours. Vous voyez, donc le fait d'aller s'asseoir, avoir des idées que non, moi j'étais dans le bureau et chacun fait son programme. Je peux dire moi aussi je fais le programme là quand même. Chacun fait son programme. Chacun fait son programme que moi, un jour, je serai dans mon bureau, vesté, et lorsque les gardiens viennent, les choses comme ça, les choses que nous, on n'arrive pas, je ne sais pas, à atteindre nos objectifs. Je ne sais pas, t'es passé même de pas atteindre nos objectifs. Et maintenant, c'est que le problème, c'est qu'on doit vraiment prendre conscience et aller dans les centres de formation, ne pas avoir honte de ce qu'on veut faire et autres. Ce n'est pas parce que mon ami est étudiant, moi aussi je dois être étudiant. Les gens ont eu les bacs, mais ils ont démissionné, ils ont commencé à apprendre des métiers. Ce n'est pas parce que je suis avec tel, il est parti à l'université, lorsqu'il va revenir, il va dire toi tu ne vaux rien, tu t'es seulement le bac. Non, mais ce n'est pas les diplômes qui comptent, mais c'est les savoir-faire. C'est les savoir-faire. Oui, comme vous venez de le dire, on dit souvent que la jeunesse est la relève de demain. Bon, je peux le dire, la jeunesse, oui, elle est la relève de demain. C'est à cause de ça, en tant que jeunes, on nous incite à se battre, à travailler pour pouvoir occuper de bonnes places demain. Et aussi nos papas qui occupent des places dans les entreprises et aussi qui ne veulent pas céder la place à nous, les jeunes. Il faut qu'ils sachent que, bon, nous sommes leurs enfants. Et aussi, ce sont eux qui nous ont inscrits dans les centres de formation. Et maintenant, s'ils ne veulent pas laisser la place aux jeunes, comment est-ce que nous allons faire? Après nos formations, comment est-ce que nous allons faire? Donc, il faut que tout le monde se ressaisisse pour pouvoir laisser la place à ceux qui le méritent, quoi. Voilà. Alors, Benjamin, dans un de tes développements, tu as parlé de relations. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de relations. On va parler plutôt de réseautage. Voilà, c'est le mot. Donc ça veut dire, bon, si tu as une connaissance, bon, on dit, ah ouais, donc je ne vais pas parler le vernaculaire, donc tu fais affaire à cette personne. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de réseautage, c'est ça? C'est vrai, les connaissances, ça fait mal, mais c'est vrai. Que nous voulons ou pas, c'est une vérité. Tout de suite, Alfred disait qu'il veut, que c'est sa vision à lui. On ne peut pas lui retirer cette vision parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé par penser comme ça. Vous allez voir que d'ores et déjà, il va penser à ses oncles, ses cousins qui sont déjà dans l'administration, qui peuvent mettre les pierres sur les dossiers pour que ça ne s'envole pas. Qu'est-ce que vous appelez les pierres? Je pense que plus Alfred a dit qu'il veut postuler, il connaît mieux que cela. Mais ce sont ces pots de vin ou ces manières-là que les gens font pour permettre à leurs enfants ou à des connaissances d'être à des postes de responsabilité, etc. On promet ou on garantit à la personne que si tu me garantis ce poste, je vais aller jusqu'à te donner mes 6 premiers salaires et le marché compris. N'est-ce pas une manière de corrompre? Oui, ce n'est pas une manière, mais c'est de la pure corruption en fait. Mais quelqu'un va me dire tout de suite que je suis en train de soutenir la corruption. Loin de là, ce n'est pas ça. Mais c'est la situation que vit la personne qui l'amène en fait à penser comme cela. Parce qu'il n'arrive pas à joindre les deux bouts.
ça fait longtemps. Et il faut aussi reconnaître que ces concours, il y a des âges. On dit quand tu as tel âge, tu ne peux plus participer ou bien tu ne peux plus passer, tu n'es plus éligible pour passer ces concours. Donc, tu te dis, il faut que je fasse tout pour pouvoir rapidement me faire insérer aussi dans ces situations. Pourquoi est-ce que les gens pensent également à ces concours? C'est juste parce que quand je vais commencer par faire l'entrepreneuriat tout de suite, il faut que je me mette dans la tête que l'Office togolais des recettes, la mairie et tout ce qui va avec va venir m'engloutir tout de suite. Je pense qu'il y a aussi un problème de ce côté. Il faut que, c'est vrai, nous devons quelque chose à l'État parce que les lampadaires qui sont sur les voies, les goudrons que l'État fait chaque jour, c'est de l'argent qu'ils investissent pour le faire. Il faut payer les tasses. Je ne suis pas contre. Mais il faut que, pour encourager les jeunes, quand un jeune essaie de faire quelque chose, il faut aller jusqu'à diminuer cette tasse-là ou bien repenser la situation particulière de ce jeune-là pour lui permettre d'être au moins une personne de moins dans ces milliers de personnes. Quand on lance un concours de 100 personnes, on a 2000 personnes. Maintenant, il y a au moins, au vu de cette affaire de réseautage, il y a au moins 50 personnes qui sont d'emblée admises. On pense également à ces 50 restants qu'on va prendre maintenant dans les meilleurs. Et nous sommes dans un monde d'excellence. Et on veut prendre les meilleurs des meilleurs. Et il faut savoir que quand on est passable, on ne peut pas passer. Alfred? Ok, selon moi, c'est que je suis toujours dans le même contexte que M. Benjamin. C'est que le problème aujourd'hui est que lorsque tu vas aujourd'hui dans un bureau pour chercher de l'emploi, on te demande premièrement qui t'a envoyé. On ne cherche pas à savoir, tu sais faire quoi. Oui. Pourquoi c'est comme ça? Alors, je vais dire, c'est le fait d'avoir des relations, comme Benjamin vient de le dire. On te demande premièrement qui t'a envoyé, parce qu'il cherche à savoir premièrement si c'est lui qui t'a envoyé, il est bien avec lui. C'est là il va commencer à te poser des questions. Mais au lieu de poser la question, vraiment la personne savoir, tu sais faire quoi? C'est que lui, il cherche premièrement à savoir qui t'a envoyé. Et vous voyez que, par exemple, si tu es une personne dans l'État, excusez-moi pour les termes, dans l'administration, c'est que c'est très difficile pour toi d'être, de fonctionner, je ne sais pas, dans l'administration. Parce qu'il faut avoir des relations. Parce que moi, comme ça, je ne peux pas prendre quelqu'un. C'est comme ça les gens se disent, c'est pas moi en fait. Les gens se disent, moi, je ne peux pas prendre un inconnu, même s'il sait faire quelque chose, non. Mais ils préfèrent prendre des gens qui ne savent rien faire et qu'ils connaissent. C'est ça la vraie cause. Merci beaucoup. Oui, je peux dire aujourd'hui, bon, la recherche d'emploi, tout ça se base sur côté relation. Bon, je peux dire, tu peux beau déposer ton dossier des fois dans certaines entreprises, tu retournes pour rester à la maison, on ne va pas t'appeler. Donc maintenant, bon, beaucoup de gens se mettent à l'idée que avant de chercher un emploi ou bien avant de chercher un stage, il faut se baser sur le côté relation. Parce que si tu connais quelqu'un, la personne va t'appuyer. Souvent on dit, il appelle la personne qu'il connaît dans la société pour appuyer ton dossier, pour qu'on puisse vite t'appeler. Sous couvert. Pour qu'on puisse vite t'appeler. Donc je peux dire ces genre de choses avancent maintenant. Ça fait que maintenant, bon, si quelqu'un veut déposer un dossier, bon, tu es obligé toi aussi de passer par cette personne pour qu'on puisse t'appeler, sinon tu vas mentir à la maison. Donc c'est ce genre de choses, ça ne nous avantage pas. Puisque tu vas voir qu'il y a certaines personnes qui sont plus compétentes que d'autres, mais par rapport à la relation que l'autre a, on les favorise et puis on laisse la personne qui devrait occuper normalement ce poste. Donc ce genre de choses, on doit revoir tout ça. Oui, j'ai quelque chose aussi à dire. Et il y a une camarade qui me racontait une histoire qu'ils ont déposé les dossiers dans l'entreprise. Ils sont 3 camarades. Donc, comme ils ont déposé, après tous les directeurs de l'entreprise, ils les appelaient. Donc, ils essayaient de causer avec eux, de faire l'entretien avec eux. Mais après ça, je ne sais pas, ils voulaient quelque chose aussi, comme ces filles. Donc, entre eux, ils voulaient qu'ils fassent, je ne sais pas, que les filles-là l'offrent quelque chose avant que, si possible, on puisse les embaucher. Vous voyez ça aussi, ça joue côté sexe. Par exemple, il y a certains concours, si tu veux passer, on me dit, tu as une soeur, si tu n'as pas une soeur, il faut être une fille. Parce que les directeurs, premièrement, ils veulent aussi quelque chose auprès de toi. Ça aussi, ça joue. Je me choque. C'est vrai, mais cela ne doit pas quand même être une manière qu'on doit pérenniser. Parce que quand nous prenons les entreprises, tout le monde, je l'avais dit, veut l'excellence.
Donc, on veut prendre des gens qui savent déjà faire la chose, mais on va aussi jouer sur les relations. Maintenant, en ce qui concerne, je ne suis pas en train de dire que le harcèlement n'existe pas. Je ne suis pas en train de dire ça, mais il faut également reconnaître qu'il y a de ces jeunes filles-là qui pensent que parce que je suis une fille, je peux déjà avoir ce boulot. Il faut qu'on oublie ça. Moi, je voudrais plutôt qu'on vive une société où on vive dans une société où on dépose des dossiers, on s'en fout des noms, on prend juste les moyennes, on prend juste les compétences acquises et on décide. On fait les études de dossier à la vie. Les études de dossier sans même tenir compte du nom. On s'en fout si tu viens de Aneha ou bien de Tchevi ou bien de Djarpanga, de Sokodé, etc. On s'en fout, on veut juste quelqu'un qui est compétent pour assumer cette responsabilité-là. Il faut qu'on pense les choses de cette manière-là. Et également, il faut qu'on évite comme on l'avait dit, de réseautiser les choses. Parce que quand vous mettez les gens de réseau de trop, vous n'arriverez pas à les réprimander. Parce que les sociologues nous ont prouvé qu'on réprimande mieux quand on ne connaît pas la personne. Mais quand vous connaissez les gens, vous avez peur de dire tel pour ne pas léser la personne. Mais quand vous avez pris la personne parce qu'il n'est pas quand même excellent, mais il fait de son mieux, vous allez lui dire les 5 vérités qui existent en lui disant non, tu as fait ceci, ce n'est pas bien, il faut plutôt le faire de cette manière-là pour l'arranger. Je voudrais également souligner cette chose qui est, je ne sais pas si ce n'est pas Aplusia, cette structure-là qui est créée pour gérer la corruption. Il faut également que cette structure-là gère mieux les situations. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que l'administration n'est pour personne. C'est pour dire en fait que l'État n'appartient pas à moi, Benjamin, mais c'est à nous tous. L'État, on nous avait enseigné ça aussi, si j'ai bonne mémoire, que l'État c'est moi, c'est Alfred, etc. Donc, pour que si nous avons des responsabilités à assumer de façon étatique, il faudrait que nous soyons sur les mêmes pieds d'égalité. Parce que ce n'est pas à quelqu'un ces postes-là. Ces postes n'appartiennent à personne. Il faut que nous soyons sur les mêmes pieds d'égalité. Et si on a réfléchi à créer cette structure, c'est qu'on a remarqué ou bien on est d'accord que la corruption existe. Il faut qu'on applique des sanctions, voire même des sanctions à ces gens-là pour qu'on pense mieux et que tout le monde puisse vivre et que le dernier fils du pauvre également puisse trouver ne serait-ce que le maïs frais. Alors, Charité, est-ce qu'il y a des avantages de recruter les jeunes en entreprise? Oui, il y a beaucoup d'avantages. Puisque un jeune sorti fraîchement d'une formation, il a beaucoup de choses, il a appris beaucoup de choses. Donc c'est là, il est apte à développer l'entreprise, à reprendre l'entreprise avec de bonnes bases, faire de bons projets pour l'entreprise, quoi. Puisque un jeune aujourd'hui, comme vous venez de le dire, les jeunes sont là, les relève de demain. Il est venu avec une tête bien fraîche. Il est venu pour renouveler les choses. Avec de nouvelles idées. Exactement. Oui, ce sont quelques-uns des avantages de recruter les jeunes. Alfred? Et selon moi, il y a beaucoup d'avantages concernant les jeunes, l'embauchement des jeunes. C'est qu'un jeune, par exemple, s'il est venu dans l'entreprise, vous voyez qu'il est dynamique pour travailler. Il n'est pas, je ne sais pas quoi dire, mou. Il est dynamique, il est jeune, il a la force. Il a des techniques aussi de travail. Il peut toutefois modifier les choses parce qu'il est fort, il est toutefois, je ne sais pas, éveillé à faire beaucoup de choses. C'est ça, il y a plusieurs, je ne peux pas citer tout comme ça. Mais on peut citer quelques-uns. Mais c'est ça, j'ai parlé du dynamisme premièrement. Sinon, il y a beaucoup que je n'ai pas cherché. Brigitte, je pense que l'ingéniosité a un nom, c'est la jeunesse. Les jeunes sont les plus ingénieux, et je le dis parce que je suis aussi un jeune. Quand nous prenons les entreprises où on dit qu'on commence à 7 heures, il arrive parfois où on ne commence pas à 7 heures, on commence peut-être à 8 heures, voire 9 heures. Vous allez voir une vieille dame nonchalante qui vient et qui dépose tout de suite son humeur. On a eu à rencontrer ces personnes-là dans des situations qui nous ont fait tellement mal qu'on s'est dit que si l'opportunité nous a offert de gérer l'administration, on allait jeter ces personnes-là rapidement à la retraite pour placer les jeunes. Parce que cette personne est payée pour ça et le contrat qui lie cette personne avec l'État, c'est de gérer les gens de 7 heures à midi
et de partir à la pause parce qu'il n'est pas une machine. Même les machines se gardent parfois. De gérer les gens de 14h30 à 17h. Mais vous allez voir, il vient au boulot à 9h et cette même personne-là se permet quand même de dire je vais manger d'abord. Et la personne finit de manger. On raconte souvent ces genres de cas-là. Moi, je vais jusqu'à dire que si l'État peut même mettre des numéros verts pour qu'on signale ces personnes-là, s'ils sont fatigués des boulots, qu'ils quittent, on va remplacer ces gens-là rapidement. Il faut qu'on repense ces situations également. Maintenant, par contre, quand vous placez un jeune là, ne serait-ce que prendre vieux et mettre sur WhatsApp, le jeune, quand lui, il est là, il travaille correctement. Il travaille mieux même, parce qu'il a encore, comme Alfred venait de le dire, il a encore le sang chaud, il a encore l'esprit de dynamisme en lui, et il fait mieux. Comparé à une personne qui est déjà à quelques mois de sa retraite, il est épuisé, il vient tardivement et il veut les congés répétitifs, les congés répétés, il veut tout de suite que l'entreprise donne un congé à tout le personnel pour qu'on reste à la maison un peu. Ça freine quand même l'élan, il faut qu'on se dise cette vérité. Voilà ce que nous, les jeunes, nous proposons à ceux qui veulent quand même faire du sérieux. Parce que les personnes âgées ne sont pas quand même à bannir, mais il faut quand même qu'on remarque que quand on prend 10 personnes dans le personnel, il faut que la moitié, au moins la moitié, soient des jeunes. Parce que, quoi qu'on dise, il arrive des situations où, des incendies par exemple, des situations très graves, il faut des personnes plus habiles pour débrancher les choses, pour sauver la vie de beaucoup de personnes. Tu l'as dit, on ne peut pas, comme tu viens de le dire, on ne peut pas rejeter les vieux. On dit souvent que c'est sur l'ancienne corde quand ils se la nouvelle. Quand ils se la nouvelle. Alors, Charité, ces jeunes-là qui n'ont pas la chance d'être embauchés se lancent dans un processus, je ne sais pas trop le nom qu'on peut donner, mais on dit souvent qu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est tous les jeunes qui peuvent entreprendre? C'est pas tous les jeunes qui peuvent entreprendre. Puisque aujourd'hui, il y a, oui, l'entrepreneuriat est sorti, on voit ici que tel entreprend aujourd'hui, c'est un concept tellement qui abonde. Beaucoup de jeunes veulent entreprendre, mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé à entreprendre, ce n'est pas tout le monde qui est apte à entreprendre. Puisque l'entrepreneuriat, il faut certaines choses pour pouvoir être apte, pour pouvoir entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes, certains jeunes, ils peuvent dire, je me trouve dans l'état de chômage, je n'ai rien, je vais entreprendre. Tu vas entreprendre avec quoi? Avec quels moyens? Est-ce que tu as la capacité de tenir donc, certaines personnes se lancent aveuglément dans ça. C'est pas tout le monde qui est appelé à entreprendre, puisque tu dois avoir des fonds nécessaires, des trucs nécessaires pour pouvoir bien gérer, pour pouvoir ne pas faire faillite en route, quoi. Donc, c'est ça. Alfred. Et selon moi, tous les jeunes peuvent entreprendre. C'est que le problème, c'est que eux, tous ça, ils ont les idées. Par exemple, là, certains vont penser que dire entreprendre, c'est le fait de créer une boisson. Alors, on parle de l'entrepreneuriat. C'est quoi même entreprendre selon toi? Et selon moi, l'entrepreneuriat, le fait de créer des entreprises pour embaucher les jeunes. Alors, je vais te donner la parole. Peut-être la jeune licenciée, bien une fille, une étudiante qui vient d'avoir sa licence professionnelle, qui ne trouve pas à faire et qui se dit, je vais me lancer peut-être dans le commerce, vendre des oranges, par exemple, au bord de la voie. Est-ce que c'est entreprendre dans cette situation? Non, moi, je suppose que c'est le commerce. Ce n'est pas l'entrepreneuriat. Ce n'est pas l'entrepreneuriat. Par exemple, là, c'est ça que je voulais dire. Certains jeunes pensent que dire je vais entreprendre, c'est, comme je l'ai dit avant, que c'est de porter, je ne sais pas, vers ça, aller m'asseoir et dire que je suis le directeur, c'est moi qui ai créé ceci, cela. Non. Mais je ne sais pas, quelqu'un qui peut même avoir un doctorat. Par exemple, si tu rentres au village, tu peux avoir un terrain où tu vas cultiver, je ne sais pas, ton piment, et autres là, et tu commences à entreprendre comme ça, mais ça évolue. Et lorsqu'on saura que vraiment, c'est toi qui as commencé à faire ceci, cela, tu vas voir qu'on peut t'aider. Mais le fait de dire que je vais rester, créer, et, je ne sais pas, l'entreprise de boissons et autres là, et on va m'aider. Et d'ailleurs, si c'est que tu commençais et ça ne marchait pas, mais on peut, je ne sais pas, avec 5 000, tu peux commencer à entreprendre bizarrement comme ça, et avec l'État, ça va aller. Okay.
Brigitte, je crois que je vais rejoindre Charité. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un gâteau qu'on va manger quand on a envie. L'entrepreneuriat, il faut de la ténacité, il faut une rigueur, il faut qu'on soit sérieux envers soi-même d'abord, il faut qu'on se donne certains critères que je dois atteindre ces objectifs-là dans tel moment. Pour définir rapidement l'entrepreneuriat, je dirais que c'est arriver à vendre ses belles idées à des personnes et rendre l'impossible comme étant impossible. Ça veut dire que ce que les gens n'ont pas tout de suite pensé, je vais créer cela et vendre ça aux autres. Nous avons vu des gens qui sont partis des zéros et qui sont aujourd'hui des grands héros. Et on a vu comment ils ont réussi à le faire. Et pour entreprendre, on ne va même pas aller jusqu'à penser qu'il faut créer l'entreprise forcément. Non, il faut déjà commencer par vendre ses idées aux gens. Il faut commencer déjà par transformer les potentialités qu'on a acquises lors de nos formations. Et on a déjà commencé par entreprendre. Voilà ton mot de la fin. Le mot de la fin, je crois qu'on doit nous faire confiance. Nous jeunes, nous méritons quand même que les plus vieux, sinon ceux qui nous devancent en âge, nous fassent confiance parce que quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, nous allons les remplacer un beau jour. Charité? Au moment de fin, que nous-mêmes, il faut que nous-mêmes nous fassions confiance, nous montrons nos compétences afin que les employeurs, les entreprises aussi puissent nous recruter ou bien nous embaucher. Ok, selon moi, c'est que nous, jeunes, on doit prendre, je ne sais pas, conscience du choix. On doit choisir ce qu'on peut, pas ce que nous voulons, mais on doit suivre nos potentialités. Ce n'est pas parce que lui, il a pris ça, et si je prends ça, là, on va m'insulter, que je vais le suivre. Non. Et j'exhorte aussi les vieux aussi de nous accepter, parce que tôt ou tard, comme Benjamin vient de dire, ils vont partir un jour et c'est à nous de les remplacer. Ah oui. Vous l'aurez compris, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin du débat, mais bien avant de refermer définitivement les portes de ce numéro, nous allons partir pour la dernière rubrique Top secret de la langue de Molière. Voilà, retour sur ce plateau, mais jamais rebonsoir. Rebonsoir Brigitte, rebonsoir à nos très chers téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent. J'espère qu'ils ont déjà leur stylo et calepin parce qu'on aura encore noté au pays de Molière. Nous allons commencer ici, la réalisation le permet, avec l'expression latine stricto sensus. Stricto sensus veut dire au sens strict. Le mot s'utilise en grammaire pour dire que le sens premier ou bien le sens propre du mot. Donc quand on dit que j'utilise ce mot au sens stricto sensus, ça veut dire que j'utilise au premier sens. Donc stricto sensus veut dire sens strict ou premier sens. Nous avons également l'habitude de donner une citation. Cette citation a été recueillie dans les vagues du net pour dire qu'elle n'a pas d'auteur. Pour une entreprise prospère, embauchons les jeunes. Pour une entreprise prospère, embauchons les jeunes. Nous avons également l'habitude d'écrire des lettres, des discours, etc. On fait également quelques erreurs que nous devons éviter. Le mot donateur s'écrit avec un seul N. On doit écrire donateur avec un seul N. Quoi qu'on donne plusieurs fois, on doit éviter d'écrire donateur avec deux N, mais plutôt avec un seul N. Donc évitons d'écrire donateur avec deux N, écrivons plutôt donateur avec un seul N. Différence entre deux mots, nous avons le mot mati et le mati. Les deux sont des homonymes homophones hétérographes, ce qui veut dire que le second mot a un E final. Le premier mot martyr sans E signifie celui qui a souffert. Donc les martyrs, les catholiques parlent de Saint Martyr de l'Ouganda pour dire que ceux qui ont souffert en Ouganda. Maintenant, le martyr avec E à la fin, c'est la peine que la personne a subie. Donc le martyr avec E à la fin, c'est la peine que la personne a subie. Une phrase pour retenir, le martyr sans E a subi le martyr avec eux à la fin. Pour finir, nous avons une image du jour. Ce qui nous intéresse sur l'image, c'est la partie là qu'on insère dans la bouche pour manger. On sait que communément, c'est la cuillère qu'on l'appelle. On l'appelle cuillère. Maintenant, cette partie là qu'on insère dans la bouche, comment est-ce qu'on l'appelle en français? Alfred a une idée? Charité, non. Ça s'appelle le cuilleron. Le cuilleron. Le cuilleron. C-U-I
2L-E-R-O-N, le cuiron. Donc cette partie un peu creuse là qu'on utilise pour manger s'appelle le cuiron. Voilà donc qui met fin à Top Secret de la langue de Molière. Merci à toi Benjamin, merci également à Fred Charité. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On dit également merci à toute l'équipe technique, Sylvie à la caméra, suivi de David, Monsieur Frédéric, Arsène Poufon et tous les autres. On va se dire au revoir et à mercredi prochain.